On se rencontre aujourd'hui pour le projet des capsules des jardins, pour favoriser leur capital psychologique, en fait, puis qu'ils reçoivent justement de l'information qui peuvent les aider dans leur quotidien ou dans leur entreprise. Donc aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Austin, qui est directrice du groupe de recherche M2Être, directrice aussi par intérimaire du département de gestion des ressources humaines et professeure titulaire à l'UQTR. Et on va discuter un peu d'harmonisation travail-vie personnelle. Donc, merci de faire partie de ce projet. Et je te laisse te présenter un petit peu. Oui. Donc, merci Amélie de me recevoir. Ça me fait grand plaisir d'être ici pour parler de la conciliation ou de l'harmonisation travail-vie personnelle. Ça fait partie de mes intérêts de recherche depuis mon entrée en carrière à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça fait à peu près 15 ans que je suis professeure à l'UQTR. Je suis spécialisée en comportement organisationnel. J'ai une patte en psychologie, une patte en administration. Puis j'ai le plaisir de diriger une grande et belle équipe de chercheurs dans diverses disciplines, en gestion des ressources humaines, en comportement organisationnel, sciences infirmières. J'ai des personnes en ergothérapie. Toutes des personnes qui s'intéressent justement à la santé, au mieux-être des travailleurs et aussi de d'autres populations parce qu'on s'intéresse vraiment à toutes les sphères de vie. Donc, ce qui se passe dans mon couple, avec ma famille, sur le plan social, au plan aussi du sport, de la nutrition, etc. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui font partie de la vie sur lesquels nos chercheurs et étudiants-chercheurs vont faire leurs travaux. Toujours dans une optique de favoriser le fonctionnement optimal. En fait, aujourd'hui, on va s'entretenir sur deux niveaux, l'entrepreneur et son entreprise, sur la thématique de l'harmonisation, en fait, entre le travail et la vie personnelle. Puis j'ai goût de te poser comme question à la base, c'est quoi la conséquence si on s'en occupe pas pour l'entrepreneur? Ben, la conséquence, il y a des multiples conséquences. Faut savoir que l'être humain a un réservoir énergétique limité. Pour pouvoir être performant, puis un entrepreneur, lorsque il regarde ses affaires, c'est clair que la viabilité de son entreprise est capitale. Puis, compte tenu de la rareté des ressources, c'est de maximiser le comportement humain dans l'organisation pour justement s'assurer d'une profitabilité puis de garantir la pérennité de l'organisation. Quand on fait pas attention justement à l'harmonisation ou qu'on veille pas à récupérer les énergies qu'on investit au travail au quotidien, ce qui arrive, c'est qu'on s'épuise progressivement jusqu'à un point de non-retour. Ça fait fort longtemps qu'on sait en recherche que justement, lorsque ce point de bascule-là est atteint, c'est d'autant plus difficile de se relever. La particularité avec les entrepreneurs, c'est comme leur entreprise est une partie d'eux-mêmes, c'est très difficile de se détacher, de se distancer de leur travail. Donc, à ce moment-là, de pouvoir récupérer de façon optimale les énergies investies, c'est d'autant plus difficile. Et lorsque la vie est remplie de bien belles choses comme la famille, les amis, etc., souvent, ce qu'on va voir, c'est au gré du temps, quand ça craque aux coutures, l'entrepreneur va avoir tendance à s'isoler, à arrêter de participer aux activités qui lui permettraient de parler avec quelqu'un qui est dans la même situation que lui, de trouver des solutions, parce que justement, le temps manque et l'énergie manque. Parce que créer du lien, être en relation avec les autres, ça demande de l'énergie, ça demande une ouverture, et quand on est épuisé, on n'écoute pas aussi bien, puis on paraît moins ouvert à l'autre. Donc, progressivement, on s'isole. C'est un autre facteur de risque à la santé et au mieux-être des entrepreneurs dans ce cas-là. Ce qui est intéressant, un concept dans la littérature qu'on mobilise pour bien comprendre l'ajustement des travailleurs, c'est la passion. La passion, c'est le summum des motivations.
c'est de s'engager dans une activité ou envers quelque chose par pur plaisir, une activité que l'on choisit, puis une activité qui correspond à nos valeurs. Fait que quand on pense à l'entrepreneur, ça coche toutes les cases. Parce que l'entreprise, on y a pensé, on y a travaillé avec cœur, on y dédie toutes nos ressources, tout le meilleur de nous-mêmes pour que ça fonctionne. Dans le concept de motivation, il y a deux types pas de motivation, mais de passion. Il y a deux types de passion. Il y a la passion qu'on dit harmonieuse, que l'on choisit, mais de laquelle on est capable de se détacher sans éprouver de la honte ou de la culpabilité. Toutes les émotions que l'on peut sentir qui sont en lien à l'ego, on se retrouve un peu à un étage mitoyen dans la qualité des motivations. Fait que c'est des actions qu'on décide de faire, on choisit de faire les actions ou de s'engager dans une activité ou envers une organisation, peu importe. C'est choisi, mais on le fait pour pas ressentir des sentiments négatifs ou pour essayer de relever notre estime personnelle, pour me sentir fière, par exemple. Okay. Quand on parle de la culpabilité et de la honte, on va être honteux dans une situation, par exemple, au travail, où est-ce que on s'était engagé, on avait dit qu'on allait performer, puis on n'est pas capable de le faire. Souvent, on va voir plus de honte reliée au travail, plus de culpabilité reliée à la sphère familiale. Parce que la culpabilité, comme parent, c'est un concept qui est beaucoup étudié. La culpabilité parentale chez des parents travailleurs. Parce que souvent, on laisse le travail plus facilement prendre du temps précieux que l'on a à la famille, aux enfants. Mm-hmm. Fait qu'on en vient à se sentir coupable envers nos proches. Mm-hmm. On a manqué à la tâche. Mm-hmm. Puis, un aspect qui nous permet de prendre un pas de recul, parce que quand on en vient à sentir ces sentiments-là, c'est toujours important d'essayer de faire un petit exercice d'introspection pour mettre le doigt, puis des fois c'est au quotidien, là, sur pourquoi ça me dérange, là, qu'est-ce qui me titille. Mm-hmm. Souvent, ce qu'on va voir, c'est vraiment avec les aspects qu'on valorise et vraiment le sens. Pour certains travailleurs, peu importe ce qui va, les opportunités dans la vie, la famille va toujours être en premier. Pour d'autres travailleurs, ils se définissent vraiment à travers leur travail. Mm-hmm. Ou leur posture dans une organisation. Donc, à ce moment-là, quand on parle de honte, culpabilité, dépendamment qu'est-ce qui est priorisé par la personne, donc on va voir les sentiments émerger. On veut se dégager des pressions externes, la demande de médecin par exemple, ou des pressions internes, la pression qu'on se met nous-mêmes, pour faire vraiment la chose par conviction, parce que c'est important, ou parce que j'éprouve du plaisir, ou c'est intéressant, ou je deviens créative dans le moment. Donc, ça vient chercher des ondes, puis des sentiments plus positifs. Donc, on va perdurer dans ces comportements-là, puis d'aller vers ce qu'on valorise. Mm-hmm. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qu'on va faire qu'on n'a pas nécessairement choisies, mais qu'il faut faire quand même. Mm-hmm. Puis c'est normal. Mais quand on le dit, c'est nécessaire, faut le faire, c'est important de le faire, mais déjà, on n'est plus dans la culpabilité ou la honte. On est dans l'action. On se dit, faut bouger, faut le faire, puis je m'engage à le faire, même si tout sera pas parfait et tout sera pas positif. Mm-hmm. Parce que je me suis engagée, c'est important, donc là, on est vraiment dans la valeur. Mm-hmm. Fait que c'est plus positif comme mode de fonctionnement que rester juste avec des pensées intrusives qui disent « je devrais, je dois, il faut ». Puis il y a certaines personnes qui diront jamais que ça va mal. Fait que pour ces personnes-là, ils sont encore plus loin. C'est encore plus difficile de les ramener à un état normal et encore très loin de les apporter dans un état optimal. Parce que quand on parle d'état optimal, on parle de vivre des états de satisfaction au travail, de vivre de la vigueur. Mm-hmm. Mon travail m'énergise. J'ai l'impression d'être créative. Je veux changer les choses. Quand tes batteries sont à plat, tu peux pas changer les choses. Mm-hmm. Tu peux pas donner ton meilleur de toi, partager autant à la table avec les membres de ton équipe, parce que vraiment, t'as pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir
penser plus loin. Donc, c'est vraiment très, très, très important de se ramener, tu sais, puis de veiller à cette gestion quotidienne de la santé. Puis là, j'amènerais, puis je sais qu'on s'éloigne un peu de la conciliation, de l'harmonisation, mais c'est un peu tout relié, là. Quand on parle de maximiser ce qui fait du bien, on doit le traiter à différents niveaux. Aujourd'hui, quand on regarde la santé au travail, on se limite pas à regarder la santé physique. D'ailleurs, depuis la dernière année, les nouvelles règles nous demandent à toute organisation, petite et grande, de veiller aux risques psychosociaux du travail. Donc, mais ces risques-là, dans le fond, viennent toucher différents états de la santé, la pleine santé ou la santé globale. Certains organismes vont parler de santé globale, touche la santé physique, la santé psychologique, la santé sociale, la capacité à pouvoir créer du lien avec des gens autour de soi, du lien positif ou des relations significatives, empreintes de confiance, la sécurité financière et aussi le bien-être spirituel. Donc, c'est différents éléments qui sont importants. L'OMS, l'année dernière, dans son rapport, propose vraiment d'axer sur la santé physique, psychologique et sociale. Donc, c'est très, très, très en phase avec les travaux notamment qu'on fait au groupe de recherche M2Z, parce que dans la plupart de nos travaux, ce qu'on trouve, c'est que notamment la notion d'avoir de l'autonomie, donc de pouvoir décider d'être une personne qui a les deux mains sur le volant, puis qui est proactif. Comme un entrepreneur. Exact, exact. Ça, c'est un facteur de protection. L'entrepreneur, là, c'est l'attitude décisionnelle-là, parce qu'il est en position de choisir comment il veut faire son travail, quand il veut le faire, ses paramètres, il peut même choisir ses collaborateurs dans certains cas, ses équipes. Donc ça, c'est vraiment là un facteur de protection pour les entrepreneurs. L'autre ingrédient, c'est le sentiment de compétence. C'est difficile de persister dans une activité quand on se trouve poche. Fait que au départ, l'entrepreneur, je vais donner comme le nouvel entrepreneur, petite entreprise, peu formalisée parce que il y a peut-être 10 employés moins. À ce moment-là, toutes les fonctions de l'entreprise reposent sur ses épaules. Dans les travaux, notamment à l'Institut de recherche sur les PME, dont je fais partie comme membre associé, on regarde le stade de l'entreprise parce qu'il y a des moments où est-ce que c'est très risqué. Comme quel moment? Ben, justement, au moment du développement. Le début, le nouvel entrepreneur ou la nouvelle organisation, parce que tout est à apprendre, puis on peut pas être parfait. Du premier coup. Là, on a un nouvel entrepreneur devant nous. Là. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour s'aider? L'autocompassion. OK? Ça, c'est encore prendre soin de soi. De se donner une marge de manœuvre, comme on le ferait avec un nouvel employé, pour faire certaines erreurs. Parce que c'est quand on fait des erreurs qu'on fait les plus grands apprentissages. Quand on est bien, les gens viennent vers nous. Quand on c'est attrayant. C'est attrayant. Puis on veut travailler. C'est plus facile de collaborer, de travailler ensemble, travailler en équipe. Mais quand on voit que quelqu'un va moins bien, ben le réflexe, c'est souvent, ben on le sait pas, puis on veut pas, de peur que. Fait qu'à ce moment-là, on a tendance à s'éloigner, donner de la distance quand cette personne-là peut être complètement isolée, vivre de la solitude. Puis là, le danger, c'est qu'on vienne à avoir vraiment, tu sais, avec les employés, on est moins là, on est moins présent de corps, d'esprit. Puis là, à ce moment-là, c'est difficile d'être à l'écoute de ton terrain, puis de pouvoir veiller à soutenir leurs besoins. Donc, pour un nouveau chef ou une entreprise plus petite, moins formalisée au niveau RH, c'est les épaules du chef qui tient tout à bout de bras. C'est lui qui s'occupe de la dotation, qui s'occupe de faire. Puis souvent, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de mesures formalisées parce que justement, l'entreprise est plus petite.
Fait que là, c'est de la gestion au cas par cas, mais de la gestion au cas par cas, là, c'est que ça crée certaines injustices. Parce que, dans le fond, l'événement arrive, on doit prendre une décision, on la prend, mais là, quand ça arrive à un autre employé, ben là, il s'attend au même traitement ou il y a d'autres attentes, puis là, on peut pas l'accommoder parce que là, on n'a plus le luxe ou il y a quelque chose de nouveau. Puis là, ça crée de l'insatisfaction, puis on peut favoriser un roulement de personnel malgré nous, malgré le fait qu'on a l'impression d'être conciliant. Donc, c'est très dangereux. On fait valoir ce qui nous importe le plus, nos valeurs, puis on le dit de façon transparente, puis on explique pourquoi. Puis en termes d'information, on prend l'information de plusieurs et on la communique au tout pour comprendre. Nos employés ont besoin de savoir pourquoi on a décidé de changer de trajectoire, pourquoi on décide de prendre un nouveau processus et un nouveau produit, de revoir nos façons de faire. Puis c'est le rôle de l'employé de questionner parce que puis c'est normal parce que tout être humain est à l'aise, confortable dans ses habitudes. Tout changement est un facteur de stress. La conciliation ou l'harmonisation, puis j'y reviendrai avec le terme là parce que je bascule souvent d'un terme à l'autre, mais on parle beaucoup plus de conciliation, pas de conciliation mais d'harmonisation aujourd'hui parce que la conciliation implique faire un choix au détriment d'un autre. Tandis que l'harmonisation, c'est vraiment tenter de faire des choix au regard de ce que l'on valorise. Parce que nos valeurs profondes et ce qui fait du sens pour nous, ça nous indique une voie qui est plus claire et on va entreprendre le chemin de façon plus zen, vraiment mieux arrimée. Mais l'entrepreneur qui est dont la passion, tantôt on parlait de passion, on a parlé de passion harmonieuse, c'est choisi, c'est fait avec plaisir. Là où est-ce que ça blesse, c'est quand on tombe dans une passion que l'on dit obsessive. C'est choisi, c'est avec plaisir, mais c'est tellement présent dans la vie qu'on en vient à oublier tout le reste. Et si dans ce parcours-là, il m'arrive quelque chose ou que je suis plus capable d'être aussi performant et là, tout d'un coup, je tombe malade, il reste plus rien. Fait que c'est les entrepreneurs qui développent une passion obsessive à l'égard de leur travail, qui sont les plus à risque dans ces temps-là de vivre des symptômes de mal-être psychologique, physique et social qui peuvent, au gré du temps, devenir irréversibles. Dans le fond, le jeu de surface qu'on voit, c'est que ça a vraiment un coût psychologique. Puis ça va les amener progressivement à vivre des symptômes d'épuisement professionnel et même à vouloir déserter la profession enseignante. Fait qu'on peut penser qu'un chef qui a de multiples masques, qu'au gré du temps, ça a des coûts. Ça a des coûts dans sa business, avec ses employés, ses coéquipiers, ses collègues, avec ses partenaires d'affaires, avec sa famille. Oui, tout va bien, mais tout va pas bien. Fait que ça a des coûts. C'est un poids. Fait que l'idée, c'est de tenter petit à petit d'être plus intègre avec soi-même, puis progressivement d'être plus authentique avec les gens qui nous entourent. Puis c'est pour ça que mon premier programme de recherche, j'ai décidé de le faire sur la conciliation pour tenter de voir c'est qu'est-ce qui fait mal et où et comment les organisations peuvent aider. Puis j'étais très au fait que la Mauricie, Centre du Québec, vivait beaucoup de difficultés au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Fait que l'idée ici, c'était vraiment d'aller voir les parents travailleurs et les travailleurs proches aidants. Puis d'essayer de voir comment les mesures de conciliation pourraient aider à leur adaptation et fonctionnement optimal au travail, mais aussi dans leur vie personnelle, familiale. Donc, être un leader authentique qui porte le moins de masse possible fait en sorte que les gens sont plus satisfaits de leur travail et ont une plus grande satisfaction personnelle. Carrément.
Fait Exact. qu'être un bon leader ouvert aura des conséquences positives. Oui, au-delà des murs de l'organisation. Je vous laisserai seulement avec la pensée du leader santé mieux-être, puis peut-être un parallèle qu'on peut faire, c'est avec le jardinier. Quand on décide d'entamer une démarche de meilleure harmonisation travail-vie personnelle, c'est comme faire un jardin. On cueille pas ses fruits, ses légumes en une journée. Ça prend énormément de temps. Faut préparer le terreau, faut préparer les relations, tenter d'établir de l'ouverture dans les relations, de bien comprendre, connaître nos individus, de leur faire confiance, qu'ils puissent nous faire confiance, d'être transparents. Puis au gré du temps, on réussit justement à, comme le jardinier, à cultiver quelque chose de beau puis qui est plus grand que chacun des individus parce qu'on travaille sur le collectif puis on en vient à travailler l'efficacité de nos équipes. Puis ça, là, c'est bien précieux, c'est le bien immatériel. Là, un chercheur français parlait du bien immatériel le plus précieux dans l'organisation, c'est ses employés. Fait que si l'entrepreneur, dans sa façon d'être, dans sa vision de l'harmonisation travail-famille, réussit à transposer avec ses équipes, ben là, ça va être une façon de préserver son jardin de travaillant, de savoir-faire, de savoir-être avec ses employés pour le bien de l'équipe, mais aussi de l'organisation. Merci. Mais ça fait plaisir.